Je m'appelle Héloïse et je suis cantatrice. Une cantatrice, c'est une chanteuse d'opéra, une soliste sur un plateau, que ce soit au théâtre, sur un plateau d'opéra dans une maison nationale, ou alors par exemple dans des églises ou dans des lieux un petit peu plus intimes. Alors j'étais pas du tout prédestinée à être chanteuse d'opéra, puisque j'ai commencé par le piano à 3 ans. Et puis vers 16 ans, j'ai été repérée, j'étais dans un chœur d'ado, et un prof m'a entendue et puis m'a dit dis donc, tu voudrais pas venir essayer? Et ça m'a vraiment beaucoup plu de juste faire du théâtre en chantant. Et puis c'est là qu'il m'a formée du coup de 16 ans à mes 25 ans que j'ai maintenant. Et en gravissant un petit peu les échelons, en 3 ans, j'ai pu commencer à être chanteuse professionnelle. Ce que j'aime particulièrement dans mon métier, c'est le rapport aux autres. Le fait qu'on est là pour partager, on raconte une histoire et qu'on s'oublie un petit peu pendant ce moment-là. Et à la fin, quand on peut avoir un échange avec le public, de voir l'effet qu'on a produit sur eux, l'effet de catharsis qui s'est mis en mouvement. Qu'est-ce que ça a révélé, par exemple, si on chante une histoire d'amour? Est-ce que ça a fait écho? Ce que j'aime dans l'opéra, c'est que même si on a l'impression que c'est très vieillot et assez guindé, en fait, moi je trouve que c'est hyper moderne parce que on raconte des histoires de tous les jours. Par exemple, des histoires d'amour qui finissent bien ou qui finissent mal. De meurtre aussi, ça arrive. Des histoires d'héritage, par exemple Candide de Leonard Bernstein. Le rôle que moi je chante en ce moment, c'est Cunégonde. Elle meurt d'envie d'avoir tout un tas de diamants, de parures, et puis en même temps, il y a un côté d'elle qui a envie de trouver l'amour, mais en même temps, elle aime beaucoup sa stabilité financière, donc elle n'ose pas quitter ça pour aller du côté du vrai amour. Puis à côté de ça, il y a Candide qui a tout un voyage initiatique en fait pour trouver un petit peu ça, et puis il va recroiser Cunégonde au fur et à mesure de l'opéra. Pour moi, c'est tellement moderne, toutes ces histoires-là. C'est ça qui est très intéressant aussi. C'est extrêmement difficile cette question parce que au début, même si un rôle ne nous plaît pas forcément, il y a deux possibilités. Soit vraiment on va avoir aucune affinité avec ce rôle-là et ça va être très difficile, voire même peut-être laborieux d'essayer de creuser une psychologie du personnage pour trouver quelque chose à défendre sur plateau. Soit on n'apprécie pas vraiment le rôle au début et plus on travaille, plus on le découvre, plus on le décortique, plus on voit les interactions avec d'autres personnages, féminins, masculins, plus ça va enrichir cette vie intérieure et on va donner vie au personnage et finalement on va adorer ça. En ce qui me concerne, les personnages que j'ai beaucoup de facilité à aborder, ce sont des personnages avec un point de vue un peu plus dramatique, ou alors l'hystérie. Par exemple, Cunégonde, c'est un petit peu tranchant. En fait, elle va avoir des côtés où elle va presque pleurer sur le plateau. Il faut me plaindre parce que vraiment, je suis malheureuse. Enfin, j'ai que un diamant à un doigt et en fait, j'en voudrais 5 et en fait, ça me va pas. Donc c'est ce côté-là. Et puis de l'autre côté, par exemple, on va avoir un rôle comme Cléopâtre, extrait de Jules César en Égypte de Handel. Et alors là, c'est vraiment dramatique et c'est tellement profond et c'est des sanglots dans le chant, mais à ne pas laisser paraître sur le chant pour pas que ça déforme la vocalité, parce que c'est ça aussi qu'on attend d'un chanteur, c'est de pouvoir transmettre des émotions, quelque chose, sans forcément avoir un impact sur la voix. Il y a plusieurs axes, comme les questions de temps, de timing, d'ego et de santé. Quand je parle de timing, j'entends que des fois on peut être appelé la veille pour le lendemain, donc il faut connaître un rôle ou une partie pour la veille, littéralement. Quand on arrive au plateau, il faut que ce soit ok. Des fois on doit remplacer un collègue à la dernière minute, là aussi il faut pouvoir assurer et assumer la chose, donc se faire confiance aussi, même si on est mortifié à l'intérieur. Des questions d'ego, puisque le milieu de la musique est assez compliqué, on en a entendu parler par toutes les questions hommes-femmes dans ce milieu-là. Donc c'est aussi être complètement bienveillant avec soi-même, de se dire on peut pas être 100% tous les jours et c'est ok. Et des questions de santé aussi, des questions de santé purement au niveau de la maladie. C'est-à-dire que depuis que le Covid s'est arrêté, on a porté des masques tout du long. Et ça a été absolument un enfer quand on a retrouvé notre propre système immunitaire, puisque on tombait régulièrement malade, donc il fallait se refaire une santé. Des questions d'hormones. Par exemple, dans des théâtres en Allemagne, ils demandent les cycles des femmes pour pas mettre de production ou de concert à ce moment-là. Souvent une inflammation au niveau des cordes vocales à ce moment-là, ça gonfle, et donc du coup on ne chante plus de la même façon. On a peut-être moins d'aigus, peut-être plus de graves, mais
c'est un peu inflammé, donc c'est pas très confortable. Un parcours qui, quand on devient maman, quand on devient après beaucoup plus tard la ménopause ou les chutes d'hormones ou ces choses-là, influent sur la voix et donc des fois nous font changer complètement la palette de rôles qu'on a apprise et ce pourquoi la voix est faite aujourd'hui. Donc ce qui est hyper intéressant puisque on peut en voir plein d'autres rôles et c'est un petit peu très stressant aussi parce qu'on se dit que je vais pouvoir les chanter jusqu'à quand. C'est très différent en fonction de l'échéance. Par exemple, pour un récital, ce sera prévu dans ma saison culturelle, donc du coup ce sera vu en amont par les textes avec des fiches Bristol où je note vraiment juste le texte. Des fois je me note un petit 2, 3, combien de temps je dois tenir les notes pour avoir comme une structure, un cadre vraiment visuel. Vocalement, tous les jours, je pratique, je m'exerce, des exercices, une préparation physique. PNL, programmation neurolinguistique, c'est hyper intéressant parce que ça enlève pas mal de stress. J'essaie d'avoir une hygiène de vie qui soit stable et constante. C'est ça, c'est surtout ça en fait qui est important, c'est la constance. Si je dors 2 heures une nuit et que je dois chanter 2 jours après, je chanterai moins bien. Même si je dors 10 heures la nuit suivante. Et on a besoin de prendre soin de son corps. Comme un sportif en fait, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que la réussite? Qu'est-ce que la réussite dans ce milieu ou dans la vie entière? Faire un métier qu'on aime, pour moi c'est déjà une réussite. Me lever le matin et savoir que je vais travailler avec des gens que j'adore, c'est déjà une réussite. Avoir la voix que j'ai, travailler ou pas, c'est aussi une réussite parce qu'elle existe, elle est là. Avoir accès à l'éducation aussi, cette chance, c'est déjà incroyable. Cette chance, je l'exploite et c'est ce qui me permet d'avoir des formes de réussite. J'ai récemment participé à un concours où je n'ai pas gagné, où je me suis arrêtée au premier tour, mais c'est ce qui m'a permis d'accepter un rôle en tant qu'artiste lyrique dans un opéra national. Et ça, pour moi, c'est une réussite parce que finalement, c'est ce à quoi je tends, même si j'ai pas gagné un prix, peu importe, puisque je suis sur un plateau et à vivre de mon art et à faire de la musique avec des gens que j'apprécie. Je pense que oui, en fonction de la tenue qu'on va porter, on n'aura pas le même rôle dans tous les sens du terme. Quand on est pianiste accompagnateur par exemple, on peut venir un petit peu tranquille puisqu'on est un petit peu caché souvent pour faire travailler les chanteurs qui eux sont sur le plateau. Les pianistes sont en fausse, donc ils sont moins visibles. Le chef quant à lui doit avoir une présence et être habillé en conséquence, souvent le fameux chemise, pantalon et costume. Les solistes aussi peuvent malheureusement doivent dans le milieu être très bien habillés, même des fois pour les répétitions. Là souvent les tailleurs sont de rigueur. Quand on est artiste du cœur, on a le droit à un petit peu plus de cocooning puisqu'on est moins vu, on a moins besoin de prouver aussi qu'on est là pour défendre un rôle en particulier. Quand j'ai des concerts où je suis invitée en tant que chef, très souvent tailleur bleu nuit, c'est 17h10 ou tailleur noir ou rarement des tailleurs de couleur quand je dirige puisque en fait le chef est là pour unifier l'ensemble. Une chose qui est aussi très intéressante, c'est que je ne vais pas m'habiller de la même façon en fonction de où je serai. Et on bougeait beaucoup, donc j'avais besoin de vêtements très extensibles que je n'avais pas peur d'abîmer. Quand je suis en préparation de récital ou de mise en scène plus classique, là j'aime bien m'habiller, ne serait-ce que par respect, parce que pour moi la question de l'habillage c'est aussi un certain respect par rapport aux autres. Et pour le maquillage en fait c'est exactement la même façon, je ne me maquille pas pour les autres, je me maquille pour être bien. J'avoue que j'ai rarement vu un chanteur arriver en répétition en jogging, parce que je pense qu'il y a aussi cette histoire de respect de lui-même et de ses collègues aussi. Alors je suis assez attachée au tailleur puisque c'est ce qui m'a permis justement, après moult réflexions, de pouvoir passer d'un dressing que je considérais plutôt enfantin à un dressing pré-pro, de femmes, de jeunes femmes. Justement d'avoir pu passer le cap pendant le Covid en mai 2020 à l'achat d'un premier tailleur bleu pastel, bleu clair, que j'ai adoré d'ailleurs. Le tailleur que je porte aujourd'hui a suivi quelques semaines après et je l'aime toujours autant. Un podcast que j'aime bien écouter quand j'ai le temps, c'est justement des discussions d'une entrepreneuse, un podcast qui s'appelle Take Care, de Léa, je ne suis pas jolie, qui est une influenceuse des réseaux sociaux et qui parle justement de sa vie d'entrepreneuse, de femme et de maman. Je sais que les premières saisons de ce podcast-là ont été en partenariat avec une psychologue. C'est d'ailleurs ce qui m'a intéressée au début, c'est d'avoir les deux points de vue. En ce qui concerne l'opéra, un petit peu tout. Je dirais que l'opéra qui m'a fait le plus grandir, c'est La Flûte enchantée de Zauberflöte.
de Mozart parce que c'est un air qui était extrêmement difficile et que je voulais absolument chanter. Mon prof à l'époque m'a dit si t'as envie de chanter, vas-y. J'étais très très jeune et que je n'avais pas assez de technique pour le chanter, mais de vouloir le faire, j'ai pu travailler pour le faire. Et donc du coup, ça m'a permis d'exploser techniquement, au niveau de l'interprétation aussi, de me nourrir, de chercher, de m'intéresser, de creuser du plus profond de mon être pour essayer de trouver les sentiments de cette maman qui est très en colère, où il y a beaucoup de dédain, qui méprise mais qui aime, puis on ne sait pas si c'est l'un ou l'autre, les deux. Et c'était très 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 intéressant. Rigolo, mais pas particulièrement, parce que j'écoute de la musique tous les jours, presque tout le temps, pour essayer d'intégrer ce que je dois apprendre aussi dans les transports, etc. Donc j'écoute beaucoup de musique. Par contre, je me suis surprise à créer une playlist avec des extraits de comédie musicale, par exemple, de jazz ou même de Disney, parce que c'est une vocalité qui est très ouverte et qui vient des entrailles en fait, et ça donne une énergie folle. À 17h10, je ne fais jamais la même chose. Je peux manger parce que les répétitions des fois sont un peu tôt, 19 ou 20h, et j'ai besoin de manger avant de chanter, donc je vais manger vers 17h, 17h30, ou alors je peux chanter, ou alors je peux être en train de câliner mon sacré de bière Mani avant de partir en répétition, donc jamais la même chose. C'est souvent un moment aussi où je vais me ressourcer, parce que quand on chante sur plateau, on est prêt. Même si on croit qu'on n'est pas prêt, en fait on a tellement travaillé qu'on est prêt et qu'il faut débrancher un peu le cerveau.